Politique, psychologie, musique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie Montpetit. C'est la rentrée scolaire dans quelques jours et le ministre Bernard Drinville, ministre de l'Éducation, confirme que ce sont plus de 8500 enseignants qui sont encore manquants pour débuter les classes. On en discute avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre, enseignante et présidente de l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes tombé en bas de votre chaise, vous, en entendant ce chiffre-là? Bien, le chiffre frappe l'imaginaire, mais est-ce qu'on tombe en bas de notre chaise? Pas du tout, puisque c'est une situation qu'on vit depuis plusieurs années, cette pénurie-là. Depuis plusieurs années, on court après des profs, mais aussi des adultes, justement, pour venir débuter l'année. Cette année, c'est particulièrement grave. On est à un tournant, là. Je pense pas qu'on puisse, descendre plus bas que la situation qu'on vit actuellement. L'école publique a besoin beaucoup d'amour, puis actuellement, malheureusement, on a un ministre, un gouvernement qui ne semble pas s'attaquer aux problèmes de fond. Les raisons pour lesquelles on est arrivé à cette pénurie-là, les profs quittent la profession après quelques années, les jeunes ne veulent pas beaucoup venir en enseignement. Pourquoi? C'est parce que la tâche est trop lourde, c'est parce que la composition de la classe est devenue très difficile à gérer au quotidien. Puis c'est à ça qu'on doit s'attaquer, ça c'est au problème de fond. Si on s'attaque pas à ça, si la tâche reste ce qu'elle est pour les profs, on va continuer de vivre ça. On va avoir le jour de la marmotte encore l'an prochain, puis l'an prochain, ce sera peut-être 10 000 qui manqueront. Bien, c'est ça, le jour de la marmotte, il a l'air quand même, en plus de ça, d'évoluer, puis vraiment pas dans la bonne direction, parce que là, il en manque encore plus que les années précédentes. Comment vous expliquez ça? Que c'est qu'on en gradue moins que le nombre qui prend sa retraite puis qui quitte la profession? Bien, évidemment, il y a une question, oui, de formation, mais il y a des gens qui prennent leur retraite. Il y a des gens qui prennent leur retraite plus tôt aussi parce qu'ils sont rendus complètement épuisés par cette profession. On le sait, il y a beaucoup de profs qui quittent la profession complètement pour aller faire autre chose. D'ailleurs, moi, je serais bien curieuse de savoir il y a combien de profs qualifiés qui sont en train de faire autre chose à la rentrée scolaire parce qu'ils ont abandonné. Ces chiffres-là sont importants, mais sont là depuis plusieurs années, puis on les connaît, les causes. On le sait pourquoi les profs quittent. On le sait pourquoi les jeunes ne veulent pas venir en enseignement. C'est le quotidien. Le quotidien est trop lourd. L'enseignement rend malade plusieurs profs. C'est pas normal. Ça fait des années qu'on apporte des solutions aussi. Ça fait des années qu'on essaie de faire des changements. Là, on est en négociation en plus. Donc, on est dans un moment où le gouvernement pourrait faire des pas vers l'avant pour justement alléger la tâche et trouver des solutions à la composition de la classe. L'école publique est en train de couler, l'école publique montréalaise encore plus. Non seulement on est inquiet, oui, pour les profs, on représente les profs, on tient à notre profession, mais on est inquiet pour nos élèves, on est inquiet pour leurs apprentissages et plus largement, effectivement, pour l'école publique il doit avoir des changements importants si on veut pas continuer, que ça continue de se dégrader comme ça et que ce problème-là, non seulement qu'on leur vive à chaque année, mais qui empire. C'est plus qu'inquiétant. Et moi, comme enseignante, je suis inquiète. Puis comme maman aussi d'enfants qui fréquentent l'école publique, je suis inquiète pour l'avenir. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de parents en ce moment qui sont rassurés depuis les derniers jours avec tout ce qui circule comme information. Mais quand vous dites que la classe, puis c'est pas nouveau qu'on entend ça, là, que la tâche est trop lourde, que la composition des classes est trop lourde, est-ce que, puis là, bon, une des propositions qui est faite par le gouvernement Legault, c'est des aides à la classe. Est-ce que ça va vraiment venir faire une différence? Mais est-ce qu'on devrait pas réfléchir aussi à des classes plus petites? Est-ce qu'on est rendu là ou on est vraiment sur une question de la façon dont sont formés les groupes? Bien, c'est un peu de tout ça, je dirais. La composition de la classe, c'est oui le nombre d'élèves qu'on a en classe, mais c'est aussi le nombre d'élèves en difficulté et à besoins particuliers qu'on a, le nombre d'élèves à risque. Je pense que si on regarde le cas du secondaire, c'est le plus frappant. Quand on arrive au secondaire, ben on a, que le ministre le veuille ou non, on a une école à 3 vitesses. Donc, quand on arrive au secondaire, les élèves qui ont le plus de facilité, qui ont des moyens financiers, souvent dont les parents sont francophones, s'en vont au privé ou dans des programmes particuliers. Qu'est-ce qui reste dans nos classes ordinaires? Ben, il n'en reste que le nom, puisque ce sont des élèves qui ont de grands besoins. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que le prof ne peut pas donner de la tête partout, ne peut pas aider tous ses élèves. Puis ça a des conséquences aussi sur justement le quotidien, sur le sentiment de compétence. Puis ça fait partie aussi des facteurs qui font que justement qu'on abandonne parce que on a l'impression de ne pas être capable de faire ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire enseigner. Et l'autre chose au niveau de l'allègement de la tâche, c'est qu'il y a beaucoup de tâches connexes qu'on nous ajoute qui sont, je dirais,
des superflus, des tâches administratives, parfois beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres, alors que juste planifier, corriger, enseigner, déjà ça nous prend du temps. Puis on a envie de mettre notre énergie là-dessus, de recentrer notre tâche sur ça parce que on est des profs, on enseigne, puis c'est ce qu'on veut faire. Quel genre de tâches, justement, qui pourraient être enlevées pour alléger le quotidien des enseignants? Bien, il y a un exemple assez facile au niveau des récréations, par exemple, ou des surveillances au secondaire. Il y a beaucoup de minutes qui sont attribuées à ça dans notre tâche. Il y a eu des améliorations avec la dernière convention, mais même ça, on a eu de la difficulté à le mettre en place puisque ça prend des gens qui viennent nous remplacer aussi pour faire cette tâche-là. On veut éviter d'avoir des rencontres, je vais dire bidons, là, que ça peut être méprisant, puis c'est pas toutes des rencontres bidons, mais des fois, on travaille là, beaucoup sur le moins utile, on va dire. Alors on manque de temps pour faire l'essentiel, puis c'est ça qu'on veut. On veut pouvoir corriger, on veut pouvoir planifier nos cours, et c'est là-dessus qu'on veut se recentrer, puis pour pouvoir enseigner, ben oui, ça nous prend du temps, puis ça nous prend aussi, justement, une composition de la classe qui nous permet de faire notre travail et qui ne nous transforme pas en juste gestionnaire de groupe, alors que les élèves ont besoin d'avoir de l'enseignement puis ont besoin de pouvoir faire leurs apprentissages. Je disais en commençant d'entrée de jeu, c'est ça, c'est la rentrée scolaire dans quelques jours, mais c'est aussi une période cruciale pour les négociations qui vont s'accélérer ou pas, là, c'est à voir pour l'automne. Vous prévoyez un automne chaud au niveau de là, j'ai regardé, il y a déjà des grèves du zèle qui se font dans certaines écoles où les enseignants ont annulé des fêtes de la rentrée, ont annulé des activités parascolaires, des sorties aussi qui sont menacées. Vous avez espoir que ça avance dans la bonne direction, cette négociation-là? Est-ce que le fossé là, entre vos demandes et ce qui est sur la table par le gouvernement, à quel point c'est vaste? Bien, est-ce qu'on a espoir? Il faut avoir espoir. Puis tout ça va dépendre, oui, du gouvernement qui va, on l'espère, bouger, mais on va avoir besoin aussi d'avoir la population à nos côtés, d'avoir les parents à nos côtés. Actuellement, on se bat pas contre les élèves. Quand on annule des sorties ou des activités étudiantes, par exemple, c'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça. On fait ça, mais en fait, je ramènerai à ce que je vous disais tout à l'heure. L'objectif, l'idée autour de plusieurs de nos moyens de pression, c'est de recentrer notre énergie sur notre travail, de tasser un peu le superflu. Oui, ça peut avoir des conséquences sur les élèves, sur les parents. Puis l'objectif n'est pas d'aller les déranger eux, mais par l'entremise de nos moyens, ça peut faire ça. Mais je pense qu'il faut voir plus large que ça. Les conséquences de certains moyens de pression sur les élèves, c'est absolument rien en comparaison avec le quotidien de ces élèves-là, avec ce dont ils ont besoin et qu'ils n'ont pas. Il y a des élèves qui vont avoir, qui font tout leur cheminement scolaire au primaire, au public depuis des années, dans un contexte de pénurie où ils n'ont pas le service dont ils ont besoin, qui vont continuer au secondaire aussi. Ça, c'est bien plus grave. Actuellement, on se bat pour l'école publique. On se bat, oui, pour nos conditions de travail, mais plus largement, c'est pour l'école publique, pour les apprentissages de nos élèves, pour leurs conditions d'apprentissage. Et nous, à Montréal, encore aussi pour l'école montréalaise qui est encore plus malade que les autres écoles actuellement, puisque le problème de pénurie est vraiment pas d'hier chez nous. Et je pense que c'est important de rappeler ça, que l'objectif, c'est pas de déranger et de nuire aux élèves. Pas du tout. On a nos élèves à cœur, on a l'école publique à cœur, mais actuellement, il faut trouver des façons de déranger nos patrons, de déranger le comité patronal de négociation pour qu'ils décident de peut-être écouter nos demandes et d'écouter nos solutions, parce qu'on en a des solutions à ces problèmes-là. Et ça va passer par effectivement des actions qui peuvent être dérangeantes, mais l'objectif, c'est de faire avancer puis d'aller chercher des gains pour nous, mais pour l'école publique aussi. On va avoir besoin des parents et de la population derrière nous, parce que actuellement, on devrait être beaucoup, beaucoup à se battre pour l'école publique, parce que nous, on est les premiers acteurs qui la voient couler, là. Mais si on attend trop, il va finir par être trop tard et ça va nuire non seulement, oui, aux profs, mais ça va nuire à tous les élèves du Québec. Puis je recevais un enseignant en entrevue qui me disait qu'on est en train de sacrifier une génération comme société, justement, par le manque d'enseignants, mais le fait que là, la barre a été mise un petit peu au minimum. Là, ça peut pas être plus bas que ça, là, par le ministre de l'Éducation, de dire tout ce qu'on veut, c'est avoir un adulte dans une salle par classe. Vous en pensez quoi? Vous réagissez comment à avoir le nombre d'offres d'emploi qui sont faites pour des enseignants
enseignants qui sont non légalement qualifiés, qui n'ont pas de brevet d'enseignement, puis de voir que ce nombre-là augmente de plus en plus. Là, c'est autour de 25 % des gens qui enseignent en ce moment. En fait, ce qu'il faut se poser comme question, c'est comment se fait-il que le gouvernement ne soit pas en train, à l'heure actuelle, de réfléchir à des solutions aux vrais problèmes. Actuellement, on s'attaque à des choses qui sont vraiment pas prioritaires. Bon, on peut regarder l'annonce sur le téléphone cellulaire, par exemple. On peut regarder aussi, quand on parle, ramener les retraités au travail, les garder au travail. Ça, ce sont des solutions qui sont superflues, qui ne répondent pas aux besoins. Puis pour répondre aux besoins qu'il y a en ce moment en éducation, il faut regarder le problème, il faut s'enlever la tête du sable, il faut regarder le problème. Le problème, c'est que les profs quittent. Pourquoi les profs quittent? Pourquoi les jeunes ne veulent pas venir enseigner? C'est parce qu'ils voient justement que la composition de la classe est vraiment lourde puis qu'ils voient leurs collègues qui tombent malades. C'est parce que la tâche est trop lourde. Donc, d'une part, il y a ça à régler. Puis d'autre part, à Montréal, on vit aussi une situation très particulière avec l'école à 3 vitesses qui prend énormément de place. Donc, ça va prendre un gouvernement qui a envie de s'attaquer aux vrais problèmes, aux problèmes de fond, et pas à faire des annonces qui sont même, je dirais, un peu désolantes. Là. J'espère que le ministre n'a pas passé la fin de semaine et l'été à penser au téléphone cellulaire. Oui, c'est ça. C'est ça, votre réaction à cette annonce-là. Est-ce que c'est un bon pas dans la bonne direction ou c'est le contexte dans lequel c'est fait, votre réaction? Je dirais par le contexte, parce que, tu sais, le sujet de la technologie à l'école, oui, c'est une réalité, puis c'est une réalité à laquelle il faut réfléchir comme prof, comme parent. Bon, je pense que ça, il y a personne qui nie qu'il y a des enjeux autour de ça. Par contre, là, on est à la veille de la rentrée. Il nous manque 8500 profs, même plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, l'école Lucien Pagé, qui est en face de l'Alliance, il manque 13 profs en ce moment. Ça veut dire qu'il y a des écoles primaires qui, lundi, c'est un surveillant qui va accueillir la classe de première année, par exemple. C'est très grave ce qui se passe actuellement. Donc, le sujet du téléphone cellulaire, je dirais même que c'est inquiétant de savoir que c'est là-dessus là, que ce gouvernement-là, que ce ministre-là planchait actuellement là, dans les derniers jours, alors qu'on vit une crise. Je pense que je peux dire sans pareil, qu'on n'a jamais vécu en éducation comme ça. Et malheureusement, c'est pas une crise qui est temporaire. Là. C'est une crise qu'on va continuer de revivre si on fait rien. Mais on a l'impression d'avoir un ministre qui se met la tête dans le sable puis qui essaie de montrer qu'il réfléchit à certaines solutions, alors que nous, on lui dit que ces solutions, ça n'en sont pas vraiment, puis qu'on en a d'autres, des vraies solutions pour venir éventuellement régler ce problème-là de pénurie, qui est un problème aussi qui ne va pas se régler par des solutions magiques. On le sait que ça va prendre un certain temps. On va pas régler un problème de pénurie en 1 an. Tout le monde est conscient de ça. Mais il faut s'y attaquer à un moment donné parce que là, j'ai l'impression qu'on regarde le feu prendre, on regarde l'éducation brûler, puis on se dit, hop, on va essayer d'envoyer des petites chaudières d'eau de temps en temps, mais il va falloir s'attaquer aux vrais avoir des solutions à la hauteur du problème. Exactement. Catherine Beauvais, Saint-Pierre, enseignante et présidente de l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal. Merci beaucoup de nous discuter avec nous.